Excellent après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. L'Allemagne a accordé au Rwanda une subvention de 98,1 millions d'euros sur 2 ans. Ce fonds va servir pour développer les compétences et les connaissances et aider le pays à faire face aux effets de changement climatique. La signature de cette convention de subvention a eu lieu ce mercredi à l'issue de 2 jours de discussion qui ont réuni les représentants de 2 pays. Nous, comme une organisation qui est impliquée directement dans le monde des finances, comme Rwanda Stock Exchange ou bien le marché des capitaux en général, nous avons commencé déjà à travailler sur le dossier de Sustainable Finance, comme on dit en anglais. Nous sommes en train de travailler avec Rwanda Finance et Kigali International Financial Center et d'autres institutions dans le pays ou bien en dehors du pays. Nous avons déjà signé des accords de collaboration avec les institutions des pays qui sont déjà avancés, comme le Luxembourg. Nous faisons partie de l'ONU. Il y a une initiative qui s'appelle Sustainable Stock Exchanges Initiative. Il y en a d'autres aussi régionalement. Et puis nous sommes en train de travailler sur la réglementation et puis l'éducation des investisseurs, des gens qui travaillent dans notre industrie. Et puis aussi, nous sommes en train de chercher comment éduquer les entreprises ou bien les gens qui demandent des fonds auprès du marché des capitaux en général, mais les autres aussi qui veulent être préparés. Nous sommes en train de travailler avec eux. Oui. La suite de ce journal, je vous l'informer en début de ce journal, l'Allemagne a accordé au Rwanda une subvention de 98,1 millions d'euros sur 2 ans. Ces fonds vont servir pour développer les compétences et les connaissances et aider les pays à faire face aux effets des changements climatiques. La signature de cette convention de subvention a eu lieu ce mercredi à l'issue de 2 jours de discussion qui ont réuni les représentants de 2 pays. Le Rwanda et l'Allemagne sont déterminés à élargir leur coopération en vue de participer à leur développement, mais aussi au bien-être de leur population. L'Allemagne a accordé une subvention de 98,1 millions d'euros, soit plus de 98,1 milliards de francs rwandais. Le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr Ndagijimana Eziel, affirme que la coopération entre les 2 pays dure depuis 60 ans et que cet appui renforcera les bonnes relations basées sur l'entente entre les 2 pays. Les partenaires allemands nous apportent une assistance financière car ils savent que nous allons bien l'utiliser et nous allons montrer à quoi a servi cet argent. Ces fonds seront injectés dans des programmes en cours dans le pays. Le secteur de la formation professionnelle bénéficiera en priorité de cette enveloppe, mais aussi le programme environnemental, y compris le développement des villes, notamment les parties de l'ouest du pays qui sont proches du lac Kivu, dans les hauts plateaux et les villes existantes. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Rwanda, Dr Thomas Kurz, a également déclaré que ce soutien est un signe des bonnes relations entre le Rwanda et l'Allemagne. Nous sommes parvenus à un accord mutuel qui est un espace important dans notre relation qui nous permet d'avoir ce que nous partageons dans la même direction. L'Allemagne a accepté d'accorder 98,1 millions d'euros en forme d'aide sur une période de 2 prochaines années. Ce soutien est un signe des bonnes relations que l'Allemagne entretient avec le Rwanda et pour le développement du Rwanda. Sur 98,1 millions d'euros fournis par l'Allemagne, 39,5 millions d'euros seront utilisés dans le cadre des programmes visant à faire face aux effets néfastes de changement climatique, ainsi que dans le cadre de la coopération au développement, alors que 29 millions serviront au développement des compétences et des connaissances.
Les pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est examinent ensemble comment aider les agriculteurs de la région à produire pour le marché régional et international. Les agriculteurs souhaitent avoir plus de facilité pour bénéficier des crédits bancaires leur permettant d'élargir leurs activités. Les organes en charge du développement agricole sur le continent indiquent qu'un projet est en cours, lequel se focalisera sur la promotion du maïs, du soja et des haricots. Ces responsables se déclarent préoccupés par les défis qui affectent la vie de la population africaine. Les participants à ces échanges de Kigali viennent du Rwanda, pays hôte, du Kenya, de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo. Ces pays s'engagent à renforcer la coopération commerciale pour que les agriculteurs trouvent des débouchés pour leur production agricole. Cette décision est intervenue alors que certains pays pouvaient des fois manquer des marchés, alors que d'autres pays accusent une carence alimentaire. Pour résoudre ce problème de débouchés, les pays de la sous-région avaient alloué depuis 2019 une somme de 2 milliards de francs rwandais dans la recherche de marchés. Avec cette nouvelle orientation, des agriculteurs de la sous-région pourront passer d'un pays à l'autre à la recherche de produits qui manquent chez eux ou pour écouler leur production de soja, haricots et maïs. Les transferts d'argent à l'aide de la technologie l'année dernière s'est élevé à 16 milliards de dollars. Des observateurs en matière économique estiment qu'il s'agit là d'une preuve que le continent africain progresse de plus en plus dans le paiement à l'aide de la technologie, bien qu'il reste beaucoup à faire. Suivez ce reportage de Winnie. Anidia Byukosenge habite dans la ville de Kigali. Elle indique que malgré son handicap visuel, elle peut se servir de son téléphone portable parce qu'il contient un système qui lui permet d'accéder à différents services, dont ceux utilisés pour le paiement à l'aide de mobile money. 5,000 ubwo urumva icyo gihe ibiri kwa identifyinga amafaranga. Vous comprenez que mon téléphone est en train d'identifier la somme que je lui ai soumise. Je peux y mettre des paramètres en dollars, en francs rwandais et personne ne peut se servir de mon handicap pour m'arnaquer. Cette application me rassure. Nous vivons actuellement dans le monde sans numéraire où l'on ne touche pas à l'argent. Je compose un numéro et j'envoie dans la tranquillité. L'Association rwandaise des fournisseurs des services de technologie se félicite que beaucoup de gens les adoptent davantage parce qu'ils sont productifs. Si l'on considère là où nous étions il y a 3 ou 5 années et là où nous sommes aujourd'hui, nous avons enregistré 69 sites qui fonctionnent et réalisent du profit. Il y a ceux qui réalisent des transactions 3 fois par semaine ou plus. La directrice générale de l'Agence rwandaise de développement indique que le Rwanda et le monde en général sont témoins de l'importance de l'usage de la technologie dans le transfert d'argent, particulièrement dans les moments passés de Covid-19. J'ai passé un long moment sans compte mobile money, mais je n'avais pas d'autre option que de l'ouvrir. Depuis lors, il était difficile de me rappeler la couleur du billet de 1000 francs. Je voudrais vous montrer qu'en 2 ans, l'utilisation de la technologie de paiement a considérablement augmenté, que ce soit par téléphone, par la banque ou carte électronique. En 2020 et 2021 notamment, les titulaires de comptes mobile money ont augmenté de 8%. Les fournisseurs de services mobile money se sont accrus de 32%. Ces chiffres montrent qu'il existe encore des opportunités dans ce domaine, comme l'indiquent certaines entreprises, et c'est l'objectif que notre pays s'est fixé. À l'aide de la technologie, la population africaine a procédé l'année dernière à des transferts d'argent équivalents à 16 milliards de dollars. Le continent africain, par ailleurs, compte environ 1,4 milliard de personnes, mais seulement 40% sont détentrices de téléphones portables intelligents et 44% ne parviennent pas à avoir accès aux infrastructures d'Internet, même si elles vivent à leur proximité. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. Restons dans le domaine des technologies et des transferts d'argent grâce à la technologie pour signaler que Africa Nenda estime que les systèmes de paiement instantané et inclusif peuvent jouer un rôle central dans la création d'un accès universel aux services financiers pour parvenir à l'inclusion financière
à l'inclusion financière et universelle en Afrique d'ici à 2030. C'est ce qu'indique la directrice générale adjointe de l'organisation, Sabine Mécha. Suivez. Nous avons répertorié 29 systèmes de paiement instantané inclusifs. Il y en a 26 qui sont des systèmes nationaux et 3 qui sont des systèmes régionaux. Et nous avons, en tout cas là où nous avons eu les informations, à peu près 16 milliards de transactions passent à travers ces systèmes-là, et ce qui fait à peu près 1000 milliards de dollars US qui sont transactés à travers ces systèmes-là. Nous avons aussi remarqué qu'il y a une disparité dans la maturité de ces systèmes-là, et disparité régionale, disparité aussi par rapport aux fonctionnalités que ces systèmes offrent. Donc là où il y a des défis et des challenges, il y a des défis au niveau de l'accès pour les populations les plus vulnérables, parce que c'est ça notre mandat. À Africanenda, nous faisons le plaidoyer pour que ces systèmes soient inclusifs et permettent aux populations les plus vulnérables de pouvoir les utiliser. Donc, à cet effet-là, l'accès soit disponible, que les populations les plus vulnérables puissent utiliser les moyens et les canaux les plus utilisés, que ce soit le mobile ou autre, pour avoir accès à ces systèmes de paiement, que ces systèmes permettent de faire des transferts de petits montants à des petits coûts aussi pour les clients, bien sûr, que ces systèmes soient interopérables au niveau national ou régional, dépendamment des systèmes qui sont mis en œuvre, et que lorsque ces systèmes sont mis en place, que les cas d'utilisation, la proposition de valeur pour les clients soit là. Ce n'est pas seulement de transférer de l'argent entre vous et moi, mais de permettre aussi de faire des paiements, que ce soit des paiements marchands, ou alors de recevoir de l'argent du gouvernement à travers les schemes, les paiements gouvernement à personne et tout autre. Donc tous ces aspects-là pour nous font partie de l'inclusivité du système, avec bien sûr la particularité que lorsqu'on est dans un pays ou dans une région, tous les fournisseurs de paiement qui sont en tout cas recensés et qui sont qui ont une licence avec la Banque centrale ont accès à ce système-là et peuvent offrir ces paiements-là, et que cette interopérabilité-là soit sur l'écosystème. Voilà un peu les défis qu'on a vus, et pour nous, pour arriver à en tout cas offrir des pistes de solutions, c'est vraiment un plaidoyer public-privé où le régulateur joue un rôle de catalyste pour permettre justement que le mandat de petits montants et à petits frais soit respecté, et que ce soit interopérable à travers l'écosystème, et qu'il y ait des systèmes de protection pour les clients, surtout lorsqu'il y a justement des cas de fraude ou de cybercrime. J'espère que ça leur répond à votre question. La suite de ce journal en bref et en images, l'Office rwandais d'investigation déclare avoir soumis au parquet un dossier des 12 personnes poursuivies pour 3 chefs d'accusation à l'Institut Polytechnique de Kigali. Le porte-parole de cet office, Thierry Murangira, précise que les suspects sont accusés de détournement de biens, des faux et usage de faux et des vols. Ces personnes poursuivies sont des agents de l'Institut Polytechnique de Kigali, les agents de sécurité à cet institut, ainsi que des commerçants. Parmi les agents de l'Institut figurent les directeurs de cette école, les directeurs administratifs et financiers, le chargé de logistique et autres. L'arrestation de ces suspects intervient alors que l'école est provisoirement fermée depuis le début de cette semaine, afin de faciliter les investigations qui se poursuivent donc. Certains responsables des médias audiovisuels sur le continent africain affirment que la diffusion à travers des tours et des satellites devrait aller de pair avec l'utilisation des satellites et Internet, car les deux se complètent. Amandine Dikoumassabo nous fait le point. Les professionnels de médias échangent sur ce qui peut être fait pour que davantage d'efforts soient déployés dans les médias qui se servent de la technologie. Madame Vomilia Mouachar, productrice de contenu en Namibie, s'exprime à propos de la collaboration en tant qu'Africain pour relever ce défi. Chez Omar Traoré, directeur général de la société de télédiffusion de gestion des infrastructures de télécommunications du centre de données et caméras de surveillance au Mali, s'exprime également à ce propos. Partage d'expérience. Donc l'idée c'est de sortir de notre zone et voir aussi comment ça se passe avec les autres sociétés similaires à la nôtre, et partager nos expériences avec ces sociétés, apprendre de ces structures en question, connaître les difficultés de part et d'autre et voir les solutions qui ont été mises en œuvre pour pouvoir atteindre les objectifs. J'ai compris que les problèmes sont similaires un peu partout, mais il y a la créativité
et surtout dans cette zone anglophone. Donc j'ai senti qu'il y a les sociétés de télédiffusion mettent beaucoup plus de créativité, développent de nouveaux contenus pour attirer le public. Donc nous allons faire pareil aussi. Donc comment attirer le public, l'accent a été mis sur le marketing aussi. On fera pareil aussi pour mettre l'accent sur le marketing et attirer aussi plus de public aussi pour les sociétés d'État. Des professionnels de médias en provenance de différents pays d'Afrique sont réunis à Kigali où ils examinent ensemble l'évolution des médias. Dans le contexte actuel, cette réunion se tient pour la 6e fois et va durer 3 jours. Dans le domaine des technologies, les experts dans ce domaine, plus précisément dans le numérique, estiment que l'Afrique devrait bénéficier de l'accélération de la technologie numérique qui gagne de plus en plus du terrain sur le continent. Ils indiquent que de plus en plus de main-d'œuvre se servent du numérique pour le suivi de leurs travaux, comme l'indique le ministre guinéen des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique, Ousmana Goual. La technologie, l'utilisation de l'ordinateur, des téléphones intelligents deviennent de plus en plus des parties intégrantes de nos vies quotidiennes. Les employeurs, les gouvernants du monde entier recherchent aujourd'hui une main-d'œuvre de plus en plus compétente dans ce domaine du numérique. Si l'importance des compétences numériques est reconnue de tous, moins d'attention a été accordée à l'ampleur du besoin de ces compétences au cours des décennies passées. Les méthodes de formation qui pourraient être employées en particulier dans les pays émergents. À cet effet, l'Union africaine a reconnu la valeur de l'investissement dans le capital humain, en particulier dans les compétences numériques. C'est ce qui a amené l'Union africaine à établir la stratégie de transformation numérique pour son agenda 2020-2030 qui vise à moderniser nos économies et à favoriser une croissance inclusive et à promouvoir la création d'emplois. Il indique par ailleurs qu'il faut déployer davantage d'efforts pour que la majorité de la population africaine puisse profiter pleinement du progrès numérique à l'honneur au monde actuellement. Il est important de noter qu'en dépit de nombreux efforts et des différentes initiatives des gouvernements africains pour réduire la fracture numérique sur le continent et améliorer la culture numérique, les Africains, le taux de pénétration de l'Internet reste extrêmement faible. Il avoisine les 47% en 2020 et il est seulement de 45% de la population sud-africaine était abonnée aux services mobiles. Pourtant, le taux d'alphabétisation numérique va de pair avec l'accès aux moyens numériques. Alors oui, à présent, les représentants des médias, aussi bien du public que du privé, se retrouvent donc à Kigali et déclarent que les médias d'État ont la responsabilité de protéger les valeurs du pays sans pour autant desservir les intérêts de la population. Suivez. Faire le plaidoyer des questions primordiales de la population et travailler ensemble pour l'intérêt commun du pays font partie des responsabilités des représentants des médias d'État du continent africain. Ils estiment que c'est un devoir quotidien. Le directeur général de l'Office tanzanien de l'information, Dr Ayub Ruyuba Chacha, ainsi que M. Nobi Makwetu, en charge de la communication et des technologies numériques en République sud-africaine, expliquent davantage ce qui peut être fait pour que les entreprises des médias gagnent en crédibilité et en revenus. Par exemple, il y a des gens qui suivent désormais des chaînes de télévision qui n'existaient pas auparavant. Et ces derniers se retrouvent en possession, entre leurs mains, de plusieurs informations. Ils ne sont plus obligés d'attendre de suivre cette information à la radio ou à la télévision. Nous avons la responsabilité de prendre en compte cette nouvelle évolution technologique et être prudents quant au flux d'informations qui circulent et de leur véracité, tout en faisant en sorte de ne pas être dévancés par les autres médias en ligne. Public broadcasters have been very relaxed because they never thought that there would be competition. They have to make sure that they... Les médias d'État n'ont pas appréhendé à temps les changements intervenus entre-temps quant à la vitesse de la transmission de l'information face aux médias indépendants en ligne.
Les annonceurs se sont vite dirigés vers ces médias au détriment des médias d'État. From the public broadcasters to these competitors, your over-the-top services, video sharing platforms. Les rumeurs sur les réseaux sociaux et les manques de confiance dans les médias indépendants ont été quelques-uns des défis initiaux. Avec le temps, le public a commencé à faire confiance aux médias privés car devenus plus crédibles. Sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui partagent des informations, y compris des rumeurs. Et certains parmi le public aiment suivre ces rumeurs, alors qu'ils savent des fois que ce sont des infox, juste pour se divertir. C'est un grand défi. Selon Salihu Abdelhamid Dembos, directeur général de la télévision nigériane, le rôle du gouvernement dans le soutien à ces médias continuera d'être crucial pour le développement du secteur. Le gouvernement devrait savoir pourquoi ils soutiennent ces médias qui sont précieux pour l'intérêt public et la sécurité nationale, parce qu'il y a des programmes qui sont dans l'intérêt de la sécurité nationale qui ne peuvent générer de l'argent. Le gouvernement devrait intervenir pour aider ces programmes. Ils doivent comprendre que ces médias d'État travaillent pour l'intérêt collectif, moins pour des intérêts financiers de l'entreprise. What one is saying in essence that we must look at the national interest as against commercial interests. Cette conférence va durer 3 jours et réunit des représentants d'entreprises africaines des médias audiovisuels. Sport à présent, 2 mois se sont écoulés depuis que les travaux de réhabilitation de l'enceinte du football rwandais, le stade national Amahoro, ont débuté. Les organes concernés rassurent les inconditionnels du ballon rond et les Rwandais en général que dans 2 prochaines années, ce stade va de nouveau accueillir divers événements et activités sportives, tant nationales qu'internationales, telles que prévues dans le projet éclairage avec Kassim Youssouf. Sur le terrain de l'ancien stade Amahoro à Remera, les travaux de rénovation se poursuivent. Des grosses machines de construction pour accélérer les travaux vrombissent. L'ingénieur Jean-Claude Nyonzima, représentant de la société de surveillance des travaux Gassabo 3D, explique ici les travaux techniques en cours. Nous avions techniquement 4 parties à rénover, notamment augmenter une partie qui a 23 mètres depuis l'endroit où se trouvait l'ancien stade vers l'arrière pour faire des piliers vers le haut et ensuite faire une extension des places assises pour accroître la capacité afin de passer de 25 000 à 45 000 places. La deuxième chose, c'est poser la toiture. Les travaux de rénovation du stade national Amahoro, proprement dit, ont débuté le 31 août cette année et sont actuellement à hauteur de 8%. L'objectif étant qu'en 2024, ils seront achevés et que le stade commencera à être opérationnel, raison pour laquelle des mesures particulières pour l'accélération des travaux ont été mises en place. Nous avons 2 types de mesures. Primo, le matériel acheté arrive à temps et nous avons assez d'employés et notre particularité est de travailler nuit et jour. Nous avons beaucoup de machines pour épauler le travail humain. Nous avons environ 1000 employés et nous envisageons d'atteindre la barre de 10 000 et plus lors des travaux de finissage. Ceux qui vaquent à différents travaux de construction du stade national Amahoro disent que c'est pour eux un grand honneur et un fait historique d'apporter leur contribution à l'édification de l'enceinte du football national. En plus d'employer en moyenne 90% des locaux, le projet de rénovation du stade Amahoro est un marché important pour les entreprises locales et les propriétaires de carrières de pierre et sable.
situation qui contribue à l'accélération des travaux selon la société de surveillance des travaux Gasabo 3D. Le stade Amahoro aura une circonférence de 800 mètres et 30 mètres de longueur et sans compter la toiture, il sera de 5 niveaux. L'ingénieur Aruna Shimimana de l'Office rwandais de l'habitat est le chef du projet. Il souligne que ce stade aura toutes les exigences de stade de niveau international. Le stade national Amahoro disposera également des échoppes, des restaurants et des bars, ce qui lui permettra de fonctionner même en l'absence d'activités sportives ou autres événements. Il aura un terrain de football et de rugby de dimension internationale et une piste d'athlétisme. Le coût total du projet sera d'environ 165 millions de dollars américains. Restons dans le domaine de sport pour signaler que l'équipe nationale du Rwanda est arrivée à Bamako au Mali pour le match retour comptant pour la qualification de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Rendez-vous où les Amavubi sont obligés de remporter la victoire ou de moins de réaliser un score de parité de plus d'un but. Au match aller au stade rouillé devant leur public, le poulain du coach Yves Gwasamandi n'ont pas su se défaire de leurs rivaux qui les ont tenus à l'échec sur le score d'un but partout. Les aigles maliens jouissant non seulement d'un avantage psychologique, mais également celui d'un but marqué à l'extérieur qui vaut double selon le règlement de la Confédération africaine de football, la CAF, qui ne l'a pas encore modifié, à l'instar de la Fédération européenne notamment. C'est donc avec cet élément que nous allons refermer cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné pour cette réalisation, je vous souhaite de passer un excellent après-midi à notre compagnie.